D'autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant. Qu'est-ce que l'on entend par d'autres mécanismes? Jusqu'ici, nous avons vu qu'il existe des mécanismes liés à la reproduction sexuée. Alors, nous n'allons pas revenir dessus, mais ces mécanismes de reproduction sexuée permettent d'assurer une certaine diversification du monde vivant, dans le monde vivant. Eh bien, il existe d'autres mécanismes qui peuvent contribuer également à la diversité du monde vivant. Par exemple, on peut avoir des associations, en fait des relations et associations entre certains êtres vivants. On pourra parler de symbiose ou simplement de relations hôte-parasite. On peut parler également d'utilisation inerte de certains éléments que certains animaux vont prendre dans l'environnement. On peut également parler de transmission culturelle des comportements acquis au cours de l'évolution. Alors, donc tous ces mécanismes-là vont assurer des associations qui ne seront pas héréditaires. De ce fait-là, on peut définir un phénotype et on définira ce phénotype étendu au-delà du phénotype habituel, donc phénotype moléculaire, cellulaire, macroscopique. Eh bien, on étend ce phénotype grâce à ces autres mécanismes qui contribuent à la diversification du vivant. Et on peut inclure également une certaine évolution culturelle du monde vivant. Donc, tous ces mécanismes contribuent au fait qu'il y a une diversification du vivant qui s'ajoute à tous ces mécanismes de reproduction sexuée. Alors, pour reprendre les 3 points importants, c'est-à-dire relation et association entre les êtres vivants, utilisation d'éléments inertes et puis transmission culturelle des comportements acquis, eh bien, on peut définir ce que l'on appelle la symbiose, donc que l'on place dans les relations et associations entre les êtres vivants, donc des symbioses, et des relations hôte-parasites. Alors, les symbioses, c'est quoi exactement? Eh bien, ce sera une association entre des espèces qui seront différentes. Alors, vous vous souvenez que les espèces sont bien définies et pour appartenir à telle ou telle espèce, il faut être capable de se reproduire avec les individus de cette espèce et donner une descendance fertile. Donc, au cours d'une symbiose, on peut avoir des associations entre des espèces différentes. Alors, c'est quoi l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que on va pouvoir, il peut y avoir une production de nouvelles substances. Il peut s'agir de propriétés nouvellement acquises. Et il peut s'agir également de colonisation de nouveaux milieux. Alors, si on prend l'exemple des lichens, les lichens sont capables de produire une molécule, donc une substance en fait, que l'on appelle la pariétine et qui va protéger contre les rayons ultraviolets. Eh bien, un lichen en fait c'est quoi? C'est une association entre une algue et un champignon, donc on parle de mycélium. Eh bien, lorsque l'algue et le champignon sont associés pour agir en symbiose, eh bien, la production de pariétine est possible. Mais si l'on prend séparément chacune des deux espèces, il n'y a pas de pariétine, donc il n'y a pas de protection contre les UV. Autrement dit, les algues toutes seules, qui sont capables de faire la photosynthèse, enfin, les algues vertes qui sont capables de faire la photosynthèse, eh bien, il n'y aura pas de pariétine s'il n'y a pas le mycélium associé. Et vice-versa, s'il y a du mycélium mais qu'il n'y a pas l'algue correspondante à cette symbiose, en fait, eh bien, il n'y aura pas de pariétine. Et l'association entre les deux, c'est-à-dire l'algue et le mycélium qui forment le lichen, eh bien, permet la production de pariétine. Et donc, assurer la protection contre les UV de ces lichens donc, qui vivent en symbiose. Donc à ce moment-là, on voit bien que l'association entre l'algue et le mycélium apporte une nouvelle substance. Cette substance, par exemple, dans ce cas-là, c'était la pariétine. Donc, de ce fait-là, on peut acquérir,
la relation favorable, donc l'association entre les êtres vivants, va permettre d'apporter une nouvelle propriété. Cette nouvelle propriété, là par exemple, ce serait, dans le cas des lichens, la protection contre les UV. Et de ce fait-là, eh bien, il peut y avoir une colonisation de nouveaux milieux. Par exemple, s'il y avait trop de lumière, trop d'UV à tel ou tel endroit, on ne pouvait pas avoir d'algues ni de mycélium, mais l'association entre les deux fait que il peut y avoir une colonisation de cet endroit spécial où il y avait beaucoup plus d'UV. Bon. Donc ça, c'est un exemple de relation et d'association entre les êtres vivants, exemple de type symbiose, où chacun des partenaires apporte une propriété spéciale et même l'assemblage des deux partenaires peut apporter de nouvelles substances et donc de nouvelles propriétés et ainsi coloniser de nouveaux milieux. Deuxième cas de relation et d'association entre les êtres vivants, ce sera la relation hôte-parasite. Donc il y a un hôte et il y a un parasite. Une des espèces va vivre aux dépens de l'autre. Donc de ce fait-là, les relations ne sont pas de type symbiotique. Donc on peut avoir production de nouvelles substances et modification du comportement de l'hôte. Donc là, on a des associations, bien évidemment, qui ne sont pas héréditaires. Mais de ce fait-là, ces associations contribuent à ce qu'il y ait un phénotype étendu et donc contribuent à la diversification du vivant. Donc symbiose et relation hôte-parasite, très important. Associations non héréditaires mais correspondant à des phénotypes étendus, ce sont bien des relations et des associations entre les êtres vivants. Deuxième grande chose à expliquer, deuxième concept, entre guillemets, utilisation d'éléments inertes. Par exemple, ça peut correspondre à une construction et l'utilisation de certains matériaux provenant de l'environnement. Alors, on pense à un fourreau protecteur que certains animaux vont pouvoir transporter avec eux par assemblage, collage, entre guillemets, d'éléments inertes de type petits morceaux de coquillage, très petits, etc. Donc, certains de ces animaux que l'on peut trouver au bord de la mer, par exemple, vont avoir des fourreaux protecteurs et donc se protéger contre l'environnement, évidemment. Ça peut être le cas également des termitières, donc qui utilisent les matériaux de l'environnement pour construire justement cette termitière. Donc les termites ont su utiliser au cours du temps, donc utiliser ces éléments inertes pour fabriquer leur maison, entre guillemets, et pouvoir y vivre et s'y reproduire. Donc là, on a bien un recrutement de composés qui sont inertes. Et là encore, donc, on a un phénotype qui est étendu, au-delà des trois phénotypes habituels microscopiques, cellulaires et macroscopiques. Et de ce fait-là, l'utilisation d'éléments inertes va contribuer à une diversification du monde vivant. Après avoir vu relations et associations entre les êtres vivants, voyons maintenant, et l'utilisation des éléments inertes, voyons maintenant la transmission culturelle de comportements acquis, donc de manière globale évidemment. Eh bien, chez les chimpanzés, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des utilisations de certains outils. Par exemple, s'il y a un petit trou avec des fourmis qui sortent et qui rentrent, eh bien, les chimpanzés vont être capables de prendre une petite brindille, de passer la brindille dans le trou et de recueillir les fourmis, puis les manger. Et les petits, qui observent la scène, eh bien, sont capables de reproduire le geste de la personne qui a attrapé, par exemple, des fourmis avec un petit avec un petit bâton. Donc là, ça veut dire qu'il y a une relation entre adulte et jeune, il y a une relation de type transmission verticale entre les générations. Transmission horizontale, ce serait par exemple deux adultes qui s'apprennent, deux adultes d'une même génération, dont l'un apprend quelque chose à l'autre. Donc là, on aurait une transmission horizontale au sein d'une même génération, mais dès lors que une génération apporte des informations à l'autre génération, eh bien, ça veut dire qu'on est dans le cas d'une transmission verticale.
Donc voilà, hein. Donc l'exemple pour les chimpanzés. On peut avoir un exemple de comportement de chasse chez les baleines également. Eh bien, il y a une transmission horizontale. Il peut y avoir une transmission horizontale, c'est-à-dire au sein d'une même génération, d'individus qui vont être initiés par des individus, donc des individus initiés vont initier des individus non initiés. Autrement dit, leur apprendre quelque chose. Donc, par exemple, dans les techniques de chasse, certaines baleines donc, ont acquis un savoir-faire qui est de type culturel. Ils ont acquis ça au cours de l'évolution et la transmission peut se faire de génération en génération. Mais on constate qu'au sein d'une même génération, eh bien, il y a des relations très compliquées sans doute entre les individus, hein, mais qui font que la technique de chasse est très efficace puisqu'ils travaillent ensemble. Alors on pourrait parler de la même chose chez certains, chez les lions, admettons, ou d'autres animaux qui font la chasse à plusieurs, en groupe, comme les loups, par exemple. Donc là, on a bien, au cours de cette transmission culturelle des comportements acquis, on a bien une évolution culturelle qui, encore une fois, va contribuer à étendre le phénotype et contribuer de ce fait-là à la diversification du vivant. Donc, voilà pour l'idée générale de ce titre que je vous ai donné au départ, c'est-à-dire d'autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant, en plus des mécanismes relatifs à la reproduction sexuée. Donc voilà, diversification du vivant, de manière globale, j'ai dit les choses. Maintenant, je vais reprendre les choses en détaillant un petit peu plus, puis reprendre encore une troisième fois en détaillant encore davantage. Voilà, donc ça veut dire que plutôt que de faire des choses de manière très complète, détailler les choses, et puis on explique les choses les unes après les autres, comme vous faites habituellement, et ensuite vous terminez par le résumé. Mais là, je prends le résumé, et puis je remonte le fil de l'information jusqu'à expliquer de manière plus fine. Donc là, diversification du vivant, d'autres mécanismes contribuent à la diversification du vivant. Bien savoir que ce sont d'autres mécanismes en plus des mécanismes de reproduction sexuée, où on a vu également des transferts horizontaux. On peut considérer que tout ce qui apporte une diversification du vivant et contribue à faire des phénotypes moléculaires, cellulaires et macroscopiques, eh bien ça fait partie de cette diversification, mais ces phénotypes peuvent être étendus. Donc là, on a parlé dans ces mécanismes qui contribuent à la diversification du vivant, autre que la reproduction sexuée. La relation, donc les relations et associations entre les êtres vivants, alors de type symbiose et relations hôte-parasite, qui sont des associations non héréditaires qui permettent d'avoir un phénotype étendu et donc une diversification du vivant, autre que celle que l'on connaît habituellement. Deuxièmement, l'utilisation de matières inertes qui permet le recrutement de composés inertes et donc d'apporter un phénotype étendu et donc assurer une diversification autre du vivant. Et troisièmement, la transmission culturelle des comportements acquis qui permet une évolution culturelle des êtres vivants, donc d'étendre le phénotype et ainsi d'assurer une diversification du vivant autre que celle que l'on connaît habituellement par la reproduction sexuée. Alors, reprenons maintenant, une deuxième fois, ces mécanismes qui contribuent à la diversification du vivant. On peut avoir des associations qui ne sont pas héréditaires et qui permettent une diversification du vivant. Lorsque vous prenez plusieurs espèces qui s'associent entre elles, eh bien, les associations ne sont pas transmissibles de manière héréditaire et elles participent à ce que l'on appelle la diversification du vivant. C'est le cas des symbioses, qui sont des associations à bénéfice réciproque et qui peuvent se traduire par de nouvelles formes de vie, comme on avait pris l'exemple pour les lichens. Donc en effet, les lichens sont une association d'algues et de champignons, c'est un mycélium en fait, et l'association des deux va pouvoir produire une autre substance qu'on appelle la pariétine qui va protéger contre les UV.
Donc là, on voit bien qu'on a une association qui n'est pas héréditaire, qui permet d'étendre le phénotype et qui permet donc de diversifier d'une autre façon le monde vivant. Ensuite, on avait des relations hôte-parasite qui étaient plutôt pathogènes. Donc on avait des relations entre un pathogène, c'est-à-dire là par exemple on pouvait très bien avoir un insecte qui injectait des œufs dans l'abdomen d'une coccinelle pour faire en sorte que la descendance soit protégée en quelque sorte par la coccinelle, comme on va l'expliquer après. Donc ça veut dire que là on a des relations entre un pathogène et leur hôte qui vont contribuer également à une diversification du phénotype par association non héréditaire. Alors, le phénotype, évidemment, va être étendu, et le phénotype d'un individu ne se limite pas seulement à l'ensemble des caractéristiques de son propre organisme, mais il va s'étendre aux modifications de l'environnement qui sont dues à des comportements un peu spéciaux, comme par exemple l'association entre les lichens, l'utilisation d'éléments inertes ou la transmission culturelle de certains comportements acquis. Eh bien, ça impose, entre guillemets, dans cette diversification du vivant, un phénotype d'un autre genre que ce que l'on connaît habituellement et qui provient de l'expression de certains gènes, eh bien, un phénotype étendu, qui n'est absolument pas héréditaire. Donc, on peut ainsi inclure dans ce phénotype étendu des animaux. On peut donc inclure leur construction à partir des composants du milieu, donc qui sont des éléments qui permettent non seulement de les protéger, mais ça peut être des éléments qui permettent également de les camoufler dans un environnement spécial. Et certains de leurs comportements également peuvent correspondre à une acquisition de caractères, de comportements qui étendent le phénotype pour diversifier le vivant. Alors, concernant la transmission des comportements acquis, un comportement est acquis lorsqu'il est le fruit d'une expérience individuelle ou de l'apprentissage de la part de certains membres d'une génération ou de génération à génération. Ça veut dire qu'on peut avoir un apprentissage culturel, admettons, au sein d'une génération, donc on parle de transmission horizontale, ou bien d'une génération à l'autre génération. À ce moment-là, on parle de transmission verticale. Donc la transmission d'un comportement acquis au sein d'une population peut s'effectuer par transmission horizontale entre les individus d'une même génération, ou bien par transmission verticale entre des individus de générations différentes. Alors on peut même imaginer qu'une génération, au lieu de transmettre à la génération du futur, peut transmettre à une génération précédente. Et la génération précédente peut apprendre à la future génération de la génération qui a donné les informations aux anciens, admettons. Donc ça veut dire qu'on a une certaine évolution culturelle, dans le sens que les anciens ont leur culture, qui peut être modifiée par leur propre génération suivante, voire la génération des petits-enfants. Admettons, un grand-père peut apprendre des choses de son fils ou de son petit-fils, et vice-versa. Un grand-père peut apprendre des choses. Voilà. Ou un petit-fils peut apprendre des choses à son père, etc. Bon, voilà, on a toutes les possibilités. Donc lorsque l'on a un nouveau comportement qui apparaît, lorsque l'on a une différenciation d'un comportement transmis au sein d'une population, eh bien on a bien, dans ce cas-là, un phénotype étendu et on a bien une diversification du vivant. Donc il existe donc une hérédité qui n'est pas uniquement fondée sur la molécule d'ADN, c'est-à-dire en relation avec ce que l'on appelle la reproduction sexuée. Bon, je ne développe pas, évidemment, on en a parlé dans d'autres cours. Reproduction sexuée, ce sont des mécanismes très importants qui permettent l'évolution au sein des êtres vivants et donc une diversification du vivant de manière très importante. Disons que cette autre façon de contribuer à la diversité, ce que je vous explique aujourd'hui, eh bien c'est un peu se permettre au monde vivant d'acquérir de petites originalités, des petites subtilités qui font qu'il y a une différence qui permet de s'adapter mieux à l'environnement.
Donc, concernant les évolutions culturelles et l'évolution biologique, évidemment, on a un partage et une transmission de pratiques et de savoirs au sein d'une population qui va contribuer à modifier les choses au niveau de cette culture. Et donc l'évolution culturelle, c'est la transmission dans le temps de la culture d'une population qui peut se faire de génération en génération, évidemment. On a de ce fait-là plusieurs innovations possibles qui peuvent être sélectionnées. Alors si elles sont avantageuses, elles sont sélectionnées. Si elles ne sont pas avantageuses, elles auraient peut-être tendance à disparaître avec le temps. Alors, si elles sont avantageuses, par exemple, elles peuvent être contre-sélectionnées. Quand elles deviennent inopérantes, on peut améliorer ou favoriser certains éléments de cette culture nouvelle, en fait, pour faire en sorte que on prend des exemples négatifs pour améliorer à partir de ces exemples négatifs une technologie, admettons. Et l'homme, dès l'instant où il a commencé à inventer l'outil, donc les outils préhistoriques, des hommes préhistoriques, les bifaces, etc., mais ça veut dire qu'ils ont eu dans leurs mains quelque chose, et qu'à travers ce quelque chose, le cerveau a mis en place un mode de réflexion différent grâce à l'acquisition par les mains d'un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération et qui amène aujourd'hui à toutes les technologies que l'on connaît. Bon. Donc on a bien des innovations qui peuvent être sélectionnées si elles sont avantageuses, contre-sélectionnées quand elles deviennent inopérantes ou bien perdues par hasard si l'utilité ne se fait pas ressentir à mesure que le temps passe concernant tel ou tel individu ou telle génération. L'évolution de la biodiversité, elle résulte bien des interactions entre l'évolution biologique et l'évolution culturelle concernant notamment cette transmission culturelle. Des acquis, donc des comportements qui sont acquis. Donc voilà, donc encore une fois, on a vu que ces autres mécanismes, en plus de la reproduction sexuée, permettent ou assurent, on dit comme on veut, en tout cas il y a des associations qui ne sont pas héréditaires, qui contribuent à la diversification du vivant, par l'acquisition de phénotypes étendus par rapport aux phénotypes habituels. Donc on a bien des phénotypes étendus, on a bien une transmission de certains comportements qui sont acquis, on a bien une évolution culturelle et une évolution biologique par rapport à certains comportements qui sont acquis. Encore une fois, on a, je répète donc pour faire le lien avec le premier bilan que j'avais fait au départ et ce bilan-là, on a bien encore une fois d'autres mécanismes qui contribuent à la diversification du vivant, autres que la reproduction sexuée, des relations et associations entre les êtres vivants. Donc la symbiose et les relations hôtes-parasites sont des exemples. On a bien une utilisation de matière inerte avec donc un recrutement de composants inertes, alors que précédemment on avait une association qui n'était pas héréditaire également. De ce fait-là, l'utilisation d'éléments inertes n'est pas héréditaire non plus. Et puis, troisième chose, donc transmission culturelle des comportements acquis, soit de manière horizontale, donc au sein d'une génération, plusieurs individus au sein d'une génération peuvent apporter des informations ou apprendre de nouvelles technologies, les uns envers les autres, ils discutent, ils parlent, ils s'expliquent les choses, etc. Et donc on peut acquérir un savoir-faire au sein d'une génération. Et bien sûr, cette génération peut apprendre soit à la génération précédente, soit à la génération suivante, sachant que toutes ces interactions verticales peuvent exister et permettent une évolution culturelle et encore une fois un phénotype étendu. Donc partant de associations non héréditaires, de recrutement de composants inertes, admettons, d'évolution culturelle, on aboutit à chaque fois à des comportements qui sont étendus et qui contribuent à la diversification du vivant. Alors maintenant, on va reprendre les choses, mais en expliquant, encore une fois, de manière plus détaillée. Donc ça veut dire que l'on va parler encore d'autres mécanismes qui contribuent à la diversité du vivant, toujours ces fameuses associations non héréditaires,
avec les symbioses qui seront une source de diversité, les relations entre des espèces pathogènes et leurs hôtes. On parlera de phénotypes étendus dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, on parlera de transmission des comportements acquis, avec notamment la transmission horizontale des comportements au sein d'une population et la transmission également verticale des comportements au sein d'une population. Dans un quatrième temps, on parlera d'évolution culturelle et de l'évolution biologique, avec dans un premier temps les mécanismes d'une évolution culturelle, avec dans la suite de l'explication donc des liens entre évolution culturelle et évolution biologique. Donc d'autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant, autres que la reproduction sexuée. Certaines associations peuvent être héréditaires et d'autres non héréditaires. Et bien là, on parle d'associations non héréditaires de type symbiose qui sont une source de diversité. Entre les espèces différentes, eh bien, on peut avoir des symbioses. Il faut savoir que ces symbioses vont apporter un avantage ou plusieurs avantages à chacun des deux partenaires. Alors les symbioses se font à deux. Alors on peut imaginer des symbioses à 3, 4 ou 5 également, mais dans ce cours-là, on parle de symbiose à deux, entre deux espèces différentes. Donc ça peut être l'augmentation d'une capacité de survie également, qui soit un avantage. Et dans le cas par exemple des endosymbioses que l'on avait étudiées dans un autre cours, qui sont transmises entre générations, eh bien des interactions vont s'établir et vont pouvoir modifier le génome des partenaires. Donc là, on est dans le cas de transmissions qui peuvent être héréditaires, puisqu'il y a un échange de matériel génétique. Mais il existe cependant d'autres associations qui sont de type symbiotique, mais qui ne sont absolument pas héréditaires. Il n'y a pas de modification du génome. Donc là, on est dans le cas des symbioses, on n'est pas dans le cas de l'endosymbiose, où on peut avoir un échange de matériel, on est dans le cas de symbiose proprement dite. Alors, on avait pris tout à l'heure l'exemple des lichens. Les lichens qui sont bien une association entre champignons, un champignon microscopique, donc qui contient des mycéliums en fait, et une algue qui va aboutir à une nouvelle forme de vie qui va posséder un phénotype étendu différent, donc son propre phénotype, qui n'est pas l'addition des deux phénotypes de chacun des partenaires, mais au contraire, on va avoir un phénotype étendu. Ça veut dire qu'on va au-delà des phénotypes que l'on attend habituellement. Donc, ça veut dire que on avait parlé de pariétine, qui est une substance, donc ça veut dire que si la pariétine est fabriquée, ça veut dire qu'on a bien une activité métabolique différente correspondant à cette biosynthèse de pariétine. La pariétine, c'est un élément, c'est une molécule, une substance en fait, qui va protéger contre les éléments ultraviolets et qui n'existe que chez les lichens. On n'a pas trouvé d'autres êtres vivants, alors soit de manière individuelle, soit de manière symbiotique, qui soient capables de fabriquer de la pariétine. Donc c'est spécifique à certains lichens. Donc là, on voit bien, on comprend bien qu'il y a une innovation qui favorise évidemment la colonisation des milieux là où il y a par exemple un rayonnement solaire important. Ça veut dire que le fait que la pariétine soit capable de réfléchir entre guillemets ces rayons ultraviolets, eh bien ça veut dire que ces lichens vont pouvoir coloniser des milieux qui sont beaucoup plus ensoleillés, alors que sans pariétine, ce n'était pas possible. Donc ça veut dire que cette innovation, elle favorise la colonisation des lichens dans les milieux de vie qui pouvaient être hostiles aux organismes non symbiotiques. Alors un autre exemple de symbiose, c'est ce que l'on avait appelé dans d'autres cours le microbiote. Alors autrefois, on parlait de flore intestinale.
Alors ça faisait joli, flore intestinale, ça fait penser aux fleurs, au monde végétal, etc. Mais là, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas une flore intestinale, mais on parle de microbiote intestinal. C'est-à-dire, on parle de bactéries qui vont vivre dans l'intestin de manière permanente, mais pas que dans l'intestin. Mais là, on parle de l'intestin. Et ces bactéries vont faciliter la digestion et même aller jusqu'à faire en sorte que le système immunitaire soit beaucoup plus efficace. Alors c'est bizarre parce qu'on parle de bactéries dans les intestins et on parle d'une meilleure efficacité du système immunitaire. Donc ça veut dire que ces bactéries sont dans un hôte, ce sera nous, donc l'espèce humaine, et la symbiose va faire en sorte que, eh bien, on aura de meilleures défenses immunitaires. Et en compensation de cette protection possible, eh bien, les bactéries peuvent avoir accès à tous les nutriments de l'intestin. Donc là, on voit bien que dans cette symbiose, on a bien un bénéfice mutuel vis-à-vis des deux partenaires. Alors, ce microbiote intestinal d'un individu, il est acquis par contact lors de l'accouchement, puis lors de l'allaitement, et il évolue, il continue à se diversifier tout au long de la vie des êtres humains. Alors, à noter que lorsque l'on prend des antibiotiques, parce qu'on est infecté par une bactérie pathogène dont on n'arrive pas à se débarrasser, eh bien, le fait de prendre des antibiotiques peut détruire le microbiote intestinal. Et donc après, pour reformer ce microbiote intestinal, ça pose des problèmes qui ne sont pas simples. Donc éviter les antibiotiques, voilà, si ce n'est pas nécessaire, non seulement parce que ces antibiotiques on peut avoir une résistance aux antibiotiques de la part des bactéries contre lesquelles on veut lutter, mais deuxième chose très importante et à laquelle on ne pense pratiquement jamais, c'est que ça détruit le microbiote. En partie, si les bactéries des intestins sont sensibles à l'antibiotique. Voilà, donc ça c'est une réflexion à se faire lorsque l'on décide de prendre des antibiotiques. Alors, quelquefois, évidemment, c'est imposé de prendre des antibiotiques, lorsque c'est très grave, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Bon. Ensuite, deuxième chose, lorsque l'on parle d'associations qui ne sont pas héréditaires, donc là on a vu les symbioses qui sont une source de diversité, essayons de voir maintenant les relations entre un pathogène et un hôte. Autrement dit, là on a bien une relation basée sur du parasitisme. Ça veut dire qu'un être vivant va assurer sa vie aux dépens d'un hôte qui lui évidemment sera perdant. Donc, quels que soient les êtres vivants, que ce soit dans le monde végétal ou dans le monde animal, on est souvent parasité par des organismes pathogènes, que ce soit des bactéries, des virus, des champignons microscopiques, etc. Ça peut être des parasites aussi. Et ça veut dire que ces pathogènes vont vivre à nos dépens. Si par exemple on a attrapé la grippe, on a bien le virus de la grippe, et bien ce virus c'est un parasite qui va vivre à nos dépens. Si on prend le virus HIV, donc qui donne le sida, donc le syndrome d'immunodéficience acquise, eh bien ce HIV va bien vivre en nous et même aller jusqu'à s'intégrer dans notre matériel génétique, donc à nos dépens, et faire en sorte que lui continue à survivre et même à se multiplier, et nous à être détruits, en fait. Donc ça veut dire que la cible, le plus souvent, donc cette relation n'est pas fatale pour l'hôte qui en est la cible, mais elle contribue à modifier le phénotype de l'hôte, et évidemment modifier le phénotype du parasite dans le sens où ce sera son phénotype normal. Bon. Donc on avait pris l'exemple tout à l'heure d'une coccinelle, qu'on appelle la coccinelle maculée, qui a un comportement profondément modifié par un petit insecte, une guêpe, qui va pondre dans son abdomen, donc un œuf qui sera porteur d'un virus. Alors là, c'est un petit peu bizarre. Un œuf
dans cet œuf, il y a un virus. Tout à l'heure, je vous dis, bon, est-ce qu'il y a des symbioses à 2, 3, etc. Là, on aura la coccinelle, une guêpe et un virus. Donc là, vous comprenez bien que la guêpe... Donc, vous imaginez une coccinelle. La guêpe va venir pondre un œuf dans son abdomen. Et dans cet œuf, il y a un virus. Bon, en fait, je répète, eh bien, c'est un petit peu bizarre parce que ce virus va faire en sorte que, eh bien, que la coccinelle deviendra en quelque sorte une protectrice de la larve qui va se développer à partir de cet œuf qui sera protégé d'une manière un peu spéciale par ce virus qui va intervenir aussi. Alors, donc là on a vu qu'il y a des associations non héréditaires de type symbiose qui sont une source de diversité, des relations qui ne sont pas pathogènes entre les hôtes, et également on peut parler de phénotype étendu. Alors, habituellement lorsque l'on parle de phénotype, on pense à phénotype moléculaire, donc une protéine en quelque sorte qui provient de l'expression d'un certain gène après que ce gène ait subi ou ait provoqué, non, attendez, là je pense à autre chose. Une fois que ce gène se soit exprimé par la transcription pour donner un pré-ARN messager, une maturation de ces pré-ARN messagers pour donner un ARN messager, et cet ARN messager, traduit dans le cytoplasme grâce au ribosome, va donner une protéine. Et bien, cette protéine, qui résulte de l'expression d'un gène, correspond au phénotype moléculaire. Donc c'est une molécule, une protéine, donc un assemblage d'acides aminés. Donc habituellement, on connaît bien, on sait bien ce que c'est que le phénotype moléculaire. Cette molécule est dans une cellule et cette molécule protéique aura une fonction particulière dans une cellule. De ce fait-là, cette cellule va dépendre de la molécule protéique et donc va développer un phénotype cellulaire spécial et spécifique en fonction des différentes protéines, résultat de l'expression de différents gènes qui donneront à cette cellule une fonction particulière, par exemple une fonction cardiaque, une fonction hépatique, rénale, etc. Et troisièmement, ces cellules vont faire partie d'un tissu dont les cellules vont avoir toutes la même fonction, par exemple tissu musculaire, tissu osseux, etc. Et donc, on aura un phénotype au niveau des organes, mais au niveau macroscopique. Bon, donc on parle de phénotype moléculaire, cellulaire, macroscopique. Et là, on parle de phénotype étendu. Ça veut dire que une espèce, sous l'action d'associations un peu spéciales, ou sous l'action en relation avec des mécanismes qui vont contribuer à cette diversité du vivant, vont avoir un phénotype qui sera au-delà des phénotypes que l'on attend habituellement. Donc ce concept de phénotype étendu a été défini par Richard Dawkins. Selon lui, l'expression des gènes s'étend au-delà de l'organisme lui-même et elle se manifeste par exemple par des constructions. Alors, si vous prenez une araignée, elle construit une toile d'araignée. Si vous prenez des oiseaux, ils construisent des nids. Si vous prenez les phryganes, ils construisent des fourreaux. Si vous prenez les termites, ces termites construisent des termitières. Eh bien, à ce moment-là, on a un phénotype qui est étendu et qui ne résulte pas de la reproduction sexuelle. On peut avoir également certains comportements qui sont acquis au cours de l'évolution ou qui peuvent se développer spontanément pour X raisons et faire en sorte que cette nouveauté soit favorable ou non à la diversification du vivant. Et donc, on acquiert là bien un phénotype étendu. Alors, le phénotype étendu, ça peut être le parasitisme qui va modifier le comportement de l'hôte. Alors tout à l'heure, on avait pris l'exemple de la guêpe et de la coccinelle maculée. Et le comportement de l'hôte peut alors être considéré comme faisant partie du phénotype étendu du parasite. Par exemple, la guêpe qui va injecter un œuf dans l'abdomen de
de la guêpe, de la coccinelle, eh bien, c'est pas un phénotype habituel, c'est le phénotype étendu, qui est différent en fait. Certaines constructions qui sont réalisées par des organismes vivants résultent souvent de comportements qui sont innés, contrôlés génétiquement, mais il existe également des constructions qui ne sont pas innées. Bon. Quelque chose qui est inné, ça veut dire c'est quelque chose qui est pratiquement acquis au cours de l'évolution. Et c'est contrôlé génétiquement, ça veut dire qu'il y a des savoir-faire qui se mettent en place. Par exemple, si vous prenez la réflexion dans le cerveau, eh bien, ça résulte bien d'une coordination au sein de certains neurones qui vont communiquer entre eux, qui vont se spécialiser dans tel ou tel domaine de communication, par exemple savoir faire du piano, savoir jouer de la guitare, etc. Donc on a bien des phénotypes qui sont étendus, mais qui peuvent être génétiquement déterminés, amplifiés par des procédés de reproduction excessive, admettons, ou par des répétitions, de répétition en répétition. L'apprentissage de la lecture, par exemple, savoir dessiner, savoir peindre, etc. également. Donc, on a dit que des constructions réalisées par des organismes vivants vont résulter souvent de comportements innés, contrôlés génétiquement. Et si, donc, en mobilisant des composants inertes du milieu, certaines espèces animales vont pouvoir augmenter leurs chances de survie et même de reproduction. Et donc, on aura là ce qui pourra favoriser la transmission de leurs gènes à leur descendance, lorsqu'il y a une spécialisation qui se fait, par exemple, donc développement d'un caractère un peu spécial, eh bien, ça peut être transmis à la descendance, lorsque ce caractère résulte, entre autres, d'une mutation, mais à ce moment-là, on n'est plus dans les autres sources de diversification. On peut avoir des phénotypes étendus, qui sont différents, en fait, de ce que l'on attend habituellement, mais qui peuvent être considérés comme étendus, mais résulter quand même de génotypes, enfin de l'expression d'un gène. Bon, c'est compliqué, là, je ne vais pas rentrer dans ces détails. On peut avoir également des parures et des paranes qui vont se manifester chez certains animaux pour se défendre ou simplement pour se reproduire. Donc, ce sont également des exemples de phénotypes étendus, comme par exemple la danse de certains oiseaux pour séduire leurs femelles, les pans également, donc l'immense queue des pans que les pans déploient pour la femelle, etc. Donc on a bien vu qu'il y a des associations qui ne sont pas héréditaires, on avait vu les symbioses qui étaient une source de diversité, des relations entre des pathogènes et des hôtes, de type parasitisme, on a vu qu'il y avait un phénotype étendu. Passons maintenant à la transmission des comportements acquis, avec d'abord la transmission horizontale des comportements au sein d'une population. Alors, les comportements acquis, contrairement aux comportements innés, sont des produits d'expérience et d'apprentissage plus ou moins individuels. Ça peut être des apprentissages en groupe également. Et il peut y avoir des comportements qui apparaissent, des comportements qui sont nouveaux et qui favorisent en fait la survie de telle ou telle espèce. Donc ça peut être une source de diversification, et notamment si cette transmission se transmet, si cette nouveauté se transmet de génération en génération, eh bien on bascule de comportements acquis pendant la vie de tel ou tel individu à des comportements qui peuvent qui peuvent se transmettre au sein d'une population sans forcément que ce soit des comportements liés à la reproduction sexuée. Voilà, l'apprentissage, par exemple, un grand-père apprend quelque chose à son petit-fils, ou un père apprend à son fils, ou un grand-père apprend à son fils, ou un petit-fils apprend à son père ou à son grand-père. Vous voyez, on peut avoir des transmissions verticales, mais on peut avoir également des transmissions horizontales au sein d'une même génération. Et là, on parle même de transmission horizontale de certains comportements au sein d'une population. Donc ces comportements se transmettent entre des membres d'une même population simplement par imitation ou apprentissage entre des individus d'une même génération. Et là, on a bien une transmission horizontale. Alors, cette transmission horizontale peut se retrouver, tout à l'heure je vous ai parlé des baleines, donc certaines baleines à bosse, qui ont
qui ont mis au point une technique de chasse performante qui s'est répandue au sein de la population en quelques années seulement. Donc les chercheurs se sont aperçus, après des études minutieuses, que les baleines étaient capables d'avoir une certaine façon, un certain raisonnement qui leur permettait non seulement de raisonner, mais de communiquer entre elles. Donc il a peut-être fallu que l'une d'elles ait cette idée-là, en fait, pour transmettre l'idée aux autres, ou peut-être que de génération en génération, eh bien, ce processus s'est mis en place de manière très très fine. Un autre exemple bien connu, c'est le cas de certaines mésanges qui ont appris à ouvrir une bouteille de lait. Donc elles ont appris à boire du lait. Alors elles n'ont pas appris à boire du lait, oui elles savent boire du lait, mais elles ont appris surtout à enlever l'espèce d'opercule, plus ou moins d'aluminium en fait, un opercule en fait. Elles ont appris à le percer et à pouvoir, de manière à avoir accès au lait. Donc ça a été le cas de certaines mésanges que l'on appelait des voleuses de lait. En Angleterre, certains de ces oiseaux ont développé la capacité de se nourrir en perçant avec le bec l'opercule des bouteilles de lait déposées devant les maisons par le laitier. Donc ce nouveau comportement s'est répandu chez les mésanges, qui sont des animaux très très sociaux, en fait, donc ils communiquent entre eux, et donc l'imitation de ce procédé, de cette technique, en fait, a permis un échange d'informations entre les mésanges en Angleterre. Et donc, de fil en aiguille, alors est-ce que ça existe en France ou pas, j'en sais rien, hein, mais bon. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, ce savoir-faire a bien été transmis de mésange en mésange. Donc s'il y a des cas isolés d'ouverture d'opercules de bouteilles de lait ont été observés chez le rouge-gorge également, donc ça veut dire que est-ce que le rouge-gorge a imité les mésanges ou est-ce que le rouge-gorge a trouvé un jour une subtilité pour percer l'opercule et pour pouvoir boire du lait. Alors il faut savoir que le rouge-gorge c'est un oiseau qui est solitaire et le comportement ne s'est pas répandu dans les populations de cette espèce. Donc ça veut dire que un rouge-gorge, pour une raison X, a compris qu'il fallait percer l'opercule pour pouvoir avoir accès au lait, mais comme ce ne sont pas des animaux sociaux, bien ça veut dire qu'il n'y a pas eu de copiage, entre guillemets. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que l'on pense, nous, autrement, c'est que ça peut être une opportunité, par hasard, un rouge-gorge a pu piquer l'opercule, il a vu qu'il y avait du lait, il a ressenti qu'il y avait du lait, bon, il a bu du lait, et puis voilà, s'il y avait d'autres rossignols autour, d'autres rouge-gorges autour, peut-être qu'ils auraient vu, mais peut-être qu'ils n'auraient pas compris, ou peut-être qu'ils auraient vu et qu'ils auraient compris. Mais en tout cas, les études ne montrent pas qu'il y a une reproduction du comportement chez d'autres rouge-gorges. Alors que dans le cas des mésanges, eh bien, qui sont des animaux très sociaux, et on a une reproduction en fait de la technique. Bon. Ensuite, après avoir vu la transmission horizontale, donc au sein de mêmes individus, donc que ce soit les baleines à bosse, la mésange, pas pour le rouge-gorge, ça n'a pas marché concernant l'opercule, et bien là on peut voir qu'il y a des transmissions autres qui existent et qui s'appellent transmission verticale, donc de certains comportements au sein d'une population. Verticale, ça sous-entend que plusieurs générations vont vivre ensemble, en fait. Les adultes peuvent transmettre un comportement acquis aux individus plus jeunes. Mais on peut très bien imaginer des individus plus jeunes peuvent acquérir un comportement et le transmettre aux générations précédentes. Là, on a étudié le chant des oiseaux. Si la capacité d'émettre des sons est présente dès la naissance, l'apprentissage du chant typique de l'espèce, parfois même de la population, s'effectue le plus souvent dès le plus jeune âge par imitation du chant des adultes. Alors, à titre personnel, j'ai déjà remarqué que dans une vidéo sur YouTube, allez regarder, qu'un merle, un père, apprenait à son fils à chanter, en fait. Donc ça veut dire que je me suis trouvé... Alors c'était une opportunité, en fait, pour moi d'enregistrer le comportement entre deux oiseaux, un père, un fils.
Donc le père était à tel endroit, il chantait, et le fils à l'autre endroit reproduisait exactement le même chant, avec des petites fautes de temps en temps, des nuances, et incessamment, donc ils se communiquaient entre eux, et là on comprenait très bien qu'il y avait un apprentissage de père vers fils. Donc là on avait bien une transmission verticale. Alors, transmission verticale des comportements s'observe souvent chez des animaux qui ont une vie sociale plus ou moins importante, comme c'est le cas chez les bonobos, chez les gorilles, chez les chimpanzés. Il faut qu'il y ait une vie sociale relativement élaborée avec des phénomènes de dominance, etc. Enfin, une hiérarchie en quelque sorte qui s'est mise en place. Donc c'est le cas des primates. Un exemple de primate, donc les chimpanzés, où l'on observe que de nombreuses pratiques sont transmises d'une génération à l'autre, notamment, alors, par exemple, je vous avais dit donc un petit trou, donc il y a un petit tunnel, un tout petit trou, et dans ce trou il y a des fourmis qui rentrent et qui sortent. Eh bien, des chimpanzés sont capables de prendre une petite brindille, d'introduire la brindille dans le trou, de tirer la brindille, et sur la brindille il y a des petites fourmis qu'ils mangent ensuite. Donc ça veut dire que chez ces primates, comme les chimpanzés, on observe donc de nombreuses pratiques qui sont transmises d'une génération à l'autre, donc on parle bien donc de transmission verticale. Lorsque ces pratiques sont propres à une population, on peut parler d'une véritable culture. La culture, elle est définie comme un ensemble de savoirs et de pratiques qui se partagent et se transmettent socialement au sein d'un groupe donné, sans héritage génétique. Ça veut dire que il y a d'une part tout ce qui est reproduction sexuée, qui permet la diversification du vivant. Mais il y a également ce que l'on apprend, mais qui n'est pas en relation avec la reproduction sexuée. Et ce que l'on apprend peut se transmettre d'une génération à l'autre, par transmission verticale, ou d'une génération, ou au sein d'une même génération, par transmission horizontale. Alors, donc là on a vu des associations non héréditaires avec les symbioses sources de diversité, des relations entre pathogènes. On a vu qu'il y avait un phénotype étendu. On a vu qu'il y avait des transmissions des comportements acquis, notamment transmission horizontale et transmission verticale au sein de populations. Eh bien, maintenant, voyons l'évolution culturelle et l'évolution biologique. Avec d'abord les mécanismes d'une évolution culturelle. Quels sont les mécanismes d'une évolution culturelle? Tout à l'heure, on a dit que la culture, elle est définie comme un ensemble de savoirs et de pratiques qui se partagent et se transmettent socialement au sein d'un groupe donné sans héritage génétique. C'est globalement la définition d'une culture chez l'homme, mais il n'y a pas que chez l'homme en fait. À différents niveaux, on peut avoir une évolution culturelle également. Et d'ailleurs, notre évolution culturelle ne s'est pas faite du jour au lendemain, ça s'est fait au cours de l'évolution, au cours de millions d'années. Donc on peut avoir quels sont les mécanismes d'une évolution culturelle? Eh bien, une innovation, c'est l'apparition de nouvelles pratiques au sein d'une population. Ça, c'est la définition de innovation, une définition simple, mais innovation, apparition d'une nouvelle pratique au sein d'une population. Donc ça peut être une nouvelle technologie, en gros. Ça peut être quelque chose que l'on apprend et qui va faire en sorte que ça va changer la vie de l'individu ou de la société, en fait. Donc ces pratiques peuvent se révéler avantageuses pour les individus qui les mettent en place, en œuvre, si elles peuvent être sélectionnées positivement et se répandre au sein d'une population. À ce moment-là, c'est ce que l'on appelle le phénomène de sélection culturelle. Si par exemple, on découvre que, imaginons, on a un animal, on doit manger. Bon, on tue l'animal. Alors, il faut imaginer, chez les hommes préhistoriques, ils trouvaient un animal, voilà, et puis ils mangent, quoi. Et puis un jour, l'un des hommes trouve un caillou un peu spécial, un peu coupant, et il s'aperçoit qu'il peut découper la chair de l'animal. Et à ce moment-là, chacun peut prendre son morceau de viande. Un peu plus tard, quelqu'un a pu découvrir, par hasard,
que le feu avait son importance, que le feu, par exemple, pouvait cuire de la viande. À ce moment-là, il pouvait non seulement découper la viande avec l'outil préhistorique, enfin l'outil de l'homme préhistorique, l'outil tranchant, un biface, admettons, et puis ensuite, deuxième chose, qui est apparue dans l'évolution, eh bien, la technique du feu, enfin l'utilisation du feu plutôt. On fait cuire un petit morceau de viande, eh bien, alors qu'avant la viande était mâchée crue, maintenant la viande est mangée cuite. Donc il y a des avantages. À ce moment-là, ces innovations correspondent à des sélections culturelles positives. Ce n'est pas négatif. Quelque chose de négatif, pour prendre un exemple, un jour, un homme préhistorique découvre que manger un champignon lui apporte, transforme son corps de manière brutale. Il devient complètement halluciné, entre guillemets, et il meurt. Voilà. Eh bien, ça veut dire que si les autres ont fait l'association entre le champignon qui a été pris et puis la mort de la personne, ça veut dire qu'on ne touchera plus jamais à ce champignon. Alors on a en quelque sorte une innovation négative qu'a subi un individu, mais qui devient une sélection culturelle positive dans le sens où ce champignon devient un interdit, parce que si on en prend, on va mourir. Bon, vous voyez, on peut raisonner de différentes façons. Ça a été aussi l'image de l'apparition de la culture, donc de l'agriculture en fait chez l'homme. C'est un phénomène qui peut se produire indépendamment en plusieurs foyers d'innovation, sous le double effet du hasard et de la pression sélective. Alors évidemment, autrefois, il y avait la pression de sélection dans le sens il fallait manger. Bon, évidemment, il y a les chasseurs-cueilleurs, etc. Puis un jour, des populations se sont posées et ont pu cultiver, par exemple, du blé, admettons. C'est pas forcément uniquement une sélection culturelle qui s'est faite par imitation, admettons, mais ça peut être en différents endroits différents. L'homme s'est aperçu qu'à tel endroit il y avait du blé, qu'il y avait des graines, et puis ils ont pu s'amuser à semer des graines et puis faire en sorte que l'agriculture, comme ça, s'est développée de génération en génération, d'évolution, enfin de sélection culturelle en sélection culturelle pour perfectionner ces techniques de culture. Et tout cela fait que ces sélections culturelles positives font évoluer l'homme dans le sens où il va mieux manger. Voilà. Mais pas forcément en un seul endroit qui s'est développé de manière très vaste, ça peut être en plusieurs endroits en même temps. Alors plus ou moins en même temps. Donc sous l'effet de la pression de sélection et du hasard, on a bien des sélections culturelles positives et même négatives qui se mettent en place, dans le sens où le négatif peut devenir positif également, par une interdiction, admettons. La diffusion d'une innovation culturelle peut être très rapide, particulièrement lors de la transmission d'une particularité de manière horizontale, donc au sein d'une même génération. La vitesse de la diffusion, elle dépend de très nombreux facteurs au niveau dans la société, même qui se met en place, et puis dans l'environnement. Alors elle peut être ralentie par des barrières géographiques ou des barrières de communication entre populations, et elle peut être accélérée par des migrations et des liens sociaux entre les individus. On peut imaginer ce qu'on veut. Chez l'homme, par exemple, l'évolution culturelle a vu sa vitesse augmenter exponentiellement à mesure que se développaient les moyens d'échange et de communication. Alors, tout à l'heure, on parlait d'outils d'hommes préhistoriques, le premier outil qui a permis de réfléchir sur de nouvelles techniques, par exemple couper la viande, puis utiliser le feu, etc. Mais cette réflexion qui se faisait en permanence a créé, au niveau du cerveau, des synapses de plus en plus compliquées, élaborées. Synapses qui sont des lieux de communication entre neurones, ou entre neurones et puis muscles. Donc ça peut être une transmission au sein même du système nerveux, ou au sein même, enfin entre le système nerveux et les systèmes musculaires, et même plus, mais bon, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Alors une innovation culturelle, par contre, peut être abandonnée lorsqu'elle ne présente pas d'avantage dans les conditions de vie nouvelles. On parle à ce moment-là de contre-sélection. Donc contre-sélection, c'est quoi? C'est lorsqu'une innovation culturelle est abandonnée
parce qu'elle ne présente plus d'avantages dans les conditions de vie nouvelles. Voilà. Si par exemple, je prends l'exemple du feu. Bon, est-ce que dans notre maison, dans nos maisons, dans nos appartements, etc., est-ce qu'on a besoin de faire du feu? Non, on ne fait pas du feu. La source de chauffage, maintenant, elle peut être haute. Des radiateurs, chauffage par le plancher, etc. Bon. Donc ça veut dire qu'on n'a plus donc c'est plus un avantage, c'est une contre-sélection. Si on s'amuse à faire du feu dans un appartement, on va mettre le feu à l'appartement, c'est pas productif. Bon. Donc à ce moment-là, on est bien dans le cas d'une contre-sélection. Donc l'introduction sur les bouteilles de lait de bouchons résistants aux coups de bec a entraîné l'abandon du comportement des mésanges voleuses de lait. Ça veut dire que les mésanges piquaient l'opercule, perçaient l'opercule et prenaient du lait, et ça a été copié par d'autres mésanges. Voilà. Et puis donc l'homme s'en est aperçu bien évidemment, et il a fabriqué entre parenthèses des opercules beaucoup plus résistantes, parce que les mésanges leur mettaient une certaine pression. Eh bien, cette pression a fait que l'homme a pu innover une nouvelle façon de fermer, alors pas une nouvelle façon de fermer, mais en tout cas, innover un nouveau matériau qui empêchait les mésanges de percer l'opercule. Alors, une innovation peut également se perdre par dérive. Un exemple bien connu chez les humains concerne les aborigènes de Tasmanie. Initialement, ils étaient reliés aux aborigènes australiens. Ils ont formé un petit groupe qui s'est isolé il y a environ 10 000 ans. Et lors de leur rencontre avec les premiers explorateurs, eh bien, on a constaté qu'ils avaient perdu de nombreuses techniques pourtant présentes chez leurs ancêtres. Par exemple, outils en os, utilisation de filets de pêche, de lances. Là, on avait à ce moment-là une perte culturelle. Alors peut-être que cette perte culturelle a permis d'apporter d'autres techniques, d'autres innovations qui ont permis une nouvelle sélection culturelle en fait. Donc ça c'est possible également. Ça ne veut pas dire que ce qui a été perdu est négatif, mais ça veut dire que ça a été différent, peut-être parce qu'il n'en avait pas besoin en fait. Pourquoi construire un outil en os si on n'a pas l'utilité ? Pourquoi utiliser des filets de pêche si par exemple il n'y avait pas de lac ou de rivière ou de mer, etc. À ce moment-là, eh bien, ces techniques peuvent se perdre de génération en génération. Et là, on parle bien de perte culturelle. Et c'est le résultat, ça peut être le résultat parce qu'on n'avait pas besoin, mais ça peut être également le résultat dû à un simple hasard. Donc du fait du faible effectif, certains comportements n'ont pas été suffisamment transmis à la descendance. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc ça veut dire que on peut raisonner de différentes façons. Ensuite, donc on a vu l'évolution culturelle et l'évolution biologique. On a vu les mécanismes d'une évolution culturelle. Voyons maintenant des liens entre évolution culturelle et évolution biologique. Alors, c'est relativement important de penser lien évolution culturelle, évolution biologique. Et on peut penser en arrière-plan reproduction sexuée, diversification du vivant. On avait parlé de certains phénotypes, de phénotypes étendus, etc. Mais là, on parle de lien entre évolution culturelle et évolution biologique. Il y a de nombreux points communs que l'on peut établir entre des mécanismes correspondant à l'évolution biologique et ceux correspondant à l'évolution culturelle. Alors, l'un ne peut peut-être pas aller sans l'autre. Est-ce que l'évolution biologique peut exister sans évolution culturelle? Bon, on peut y réfléchir. Est-ce que l'évolution culturelle peut exister sans évolution biologique? On peut y réfléchir. Quoi qu'il en soit, plusieurs choses sont à noter. Premièrement, il y a des innovations génétiques. On parle de mutation et on parle également d'innovation culturelle. On parle d'invention. Donc, lorsque l'on parle de lien entre évolution culturelle et évolution biologique, eh bien, évolution biologique, innovation génétique, mutation, ce sont bien des évolutions biologiques. Et lorsque l'on parle d'innovation culturelle, c'est-à-dire d'invention, on est bien dans l'évolution culturelle. Donc là, on a bien un lien entre les innovations génétiques qui sont les mutations et les innovations culturelles qui sont les mutations. Deuxième chose,
on parle de sélection naturelle ou de sélection culturelle des innovations avantageuses. Et là, dans la sélection naturelle, on est bien dans l'évolution biologique, et dans la sélection culturelle d'une innovation avantageuse, on est bien dans l'évolution culturelle. Troisième chose, on parle de transmission verticale par hérédité génétique ou par apprentissage. Eh bien, quand on parle de sélection naturelle par hérédité génétique, donc si l'on parle de transmission verticale par hérédité génétique, on est bien dans l'évolution biologique. Mais si on parle de transmission verticale par apprentissage, on est bien dans l'évolution culturelle. Ensuite, quatrièmement, on parle de transmission horizontale par transfert de gènes ou par imitation. Eh bien, si on parle de transfert de gènes de manière horizontale, on est bien dans l'évolution biologique. Et si on parle de transmission horizontale par imitation, on est bien dans l'évolution culturelle. Cinquièmement, on parle de dérive génétique ou de perte culturelle. Quand on parle de dérive génétique, on est bien dans l'évolution biologique. Et lorsque l'on parle de perte culturelle, on est bien dans l'évolution culturelle, mais dans le sens d'une perte culturelle, et non pas dans le sens de l'apport d'une nouveauté culturelle. Sixièmement, lorsque l'on parle de rôle des migrations et des barrières géographiques dans la transmission, eh bien, quand on parle de rôle des migrations, on est bien dans l'évolution biologique, puisque certains allèles correspondant à certains individus vont être favorisés par rapport aux allèles qui n'existaient pas dans la population d'origine. Et lorsque l'on parle de barrières géographiques dans la transmission, eh bien, dans la transmission des caractères, évidemment, eh bien, on est bien dans l'évolution culturelle. Ça veut dire que des barrières vont faire en sorte qu'une culture va être conservée ou non au fil du temps, selon l'effectif de la population qui subit ces modifications dues à un isolement à cause de certaines barrières géographiques. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de lien entre évolution culturelle et évolution biologique, eh bien c'est important de comprendre qu'on a d'une part une évolution biologique, donc qui est plus ou moins reliée à la reproduction sexuée et qui permet évidemment l'acquisition de phénotypes on va dire moléculaires, cellulaires et macroscopiques, et donc à une diversification du vivant, et puis également une évolution biologique qui permet mais évolution biologique d'un autre sens, dans le sens où on va avoir des comportements qui vont être modifiés ou qui vont être favorisés à deux, par exemple, comme dans le cas des symbioses, et qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un phénotype étendu. Donc il va aller au-delà des trois phénotypes que l'on attend, donc phénotype étendu, et qui contribue évidemment à une diversification du vivant. Donc évolution biologique, innovation génétique, mutation, sélection naturelle, transmission verticale, transmission horizontale, dérive génétique, rôle des migrations, d'une part, évolution culturelle avec innovation culturelle, par exemple les inventions, innovation avantageuse, donc sélection culturelle avantageuse. On peut avoir transmission par apprentissage, transmission verticale par apprentissage, transmission horizontale par apprentissage également, donc par imitation, on peut dire par imitation. On peut également avoir une perte culturelle concernant l'évolution culturelle, et on peut également avoir des barrières géographiques qui se mettent en place et qui vont influer dans la diversification du vivant sur le plus ou moins long terme. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour donc du problème, lorsque l'on parlait d'autres mécanismes qui contribuaient à la diversité du vivant, c'est-à-dire autres par rapport à la reproduction sexuée. Eh bien, on avait vu premièrement qu'il y avait des associations qui n'étaient pas héréditaires, comme par exemple des symbioses, qui étaient une source de diversité, mais également des relations entre des pathogènes et leurs hôtes. Deuxièmement, on avait vu que les phénotypes peuvent être étendus. Troisièmement, on a vu qu'il y avait des transmissions des comportements acquis. Soit la transmission était horizontale
par rapport à ces comportements au sein d'une population, soit la transmission était verticale par rapport à ces comportements au sein d'une population, et quatrièmement, on a vu qu'il y avait une évolution culturelle et une évolution biologique que l'on pouvait confondre entre guillemets, avec notamment donc des mécanismes d'une évolution culturelle. On a vu également des liens entre l'évolution culturelle et l'évolution biologique à travers de nombreux points communs qui pouvaient être établis entre les mécanismes de l'évolution biologique et ceux de l'évolution culturelle. Et je répète, je relis je réexplique cette conclusion en fait qui me paraît très importante, c'est que donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, on peut résumer en 6 points et comprendre en 6 points ce que je viens d'expliquer pendant 1 heure. Des liens entre évolution culturelle et évolution biologique. Comprenez bien que le biologique vient de la reproduction sexuée, le culturel vient de relations et d'innovations qui peuvent se faire au sein de générations ou intergénérations. Évolution biologique, évolution culturelle. Si on parle des innovations génétiques, c'est-à-dire les mutations, on parle bien d'évolution biologique. Si on parle d'innovation culturelle, telles les inventions, on est bien dans l'évolution culturelle. Deuxièmement, si l'on parle de sélection culturelle d'innovation avantageuse, si l'on parle de sélection naturelle, d'innovation avantageuse, on est bien dans l'évolution biologique. Si l'on parle de sélection culturelle des innovations avantageuses, on est bien dans l'évolution culturelle. Troisièmement, si l'on parle de transmission verticale par hérédité génétique, on est bien dans l'évolution biologique. Si l'on parle de transmission verticale par apprentissage, on est bien dans l'évolution culturelle. Quatrièmement, si l'on parle de transmission horizontale par transfert de gènes, on est bien dans l'évolution biologique. Et si l'on parle de transmission horizontale par imitation, on est bien dans l'évolution culturelle. Cinquièmement, si l'on parle de dérive génétique, on est bien dans l'évolution biologique. Si l'on parle de perte culturelle ou d'apport culturel positif, on est bien dans l'évolution culturelle. Sixièmement, lorsque l'on parle du rôle des migrations dans la transmission des informations, on est bien dans l'évolution biologique, apport de nouveaux allèles, admettons. Et lorsque l'on parle du rôle des barrières géographiques dans la transmission, on est bien dans l'évolution culturelle. Voilà. Donc, d'autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant, en plus des mécanismes de reproduction sexuée. Le cours est terminé. Merci. Ça c'est mon téléphone. Ah, dommage. À bientôt les amis.